Salut! Vous recherchez peut-être un moniteur externe pour brancher votre caméra, votre appareil photo ou votre téléphone portable. Si je vous dis que j'en ai trouvé un qui est pas mal et en plus qu'il est tactile, ça vous intéresse? Alors c'est parti! Neewer a sorti un moniteur de contrôle, le FW600, qui cède lui aussi à la mode du tactile, mais c'est pas tout, il y a bien d'autres options qui vont s'avérer très utiles. On va les voir ensemble. Je vais commencer par l'unboxing. Vous allez voir, c'est impressionnant tout ce qu'il y a dans cette petite boîte, qui est pas plus grosse que celle d'un smartphone. Allez, c'est parti. On commence avec le moniteur, un câble HDMI standard mini HDMI, un autre HDMI standard micro HDMI. Attention, il n'y a pas de câble HDMI standard des deux côtés qui est fourni. Si comme moi vous avez un GH5 par exemple qui a une prise HDMI standard sur le boîtier, il faudra en acheter un à part. Je continue l'unboxing. Un câble USB micro USB, un adaptateur USB on the go, une clé USB, un support en L pour monter l'écran sur une griffe flash. Il y a un emplacement type cold shoe sur le côté pour fixer un micro par exemple, un système de fixation du pare-soleil et le pare-soleil, une chiffonnette de nettoyage et pour terminer, un peu de lecture. Tout ça c'était dans cette petite boîte, c'était bien tassé. Cet écran n'est pas plus grand qu'un smartphone, épaisseur mise à part, il est presque moins encombrant que mon S21. Alors il mesure 143 mm de long, 78 mm de large et 19 mm d'épaisseur, sans la batterie bien sûr. L'écran occupe presque toute la place sur la face avant. Il est brillant, tactile, bonjour les traces de doigts. Les bordures sont assez fines sur les pourtours, excepté sur la partie droite où il y a le logo de la marque. La diagonale est de 5,5 pouces. On est sur de la Full HD au format 16 neuvième. La luminosité donnée par le constructeur est 450 candela au mètre carré et le contraste 1000 sur 1. Donc ça veut dire pare-soleil obligatoire en extérieur. Il pèse 145 grammes, 40 grammes de plus avec le kit pare-soleil monté. Ça reste quand même très léger. Sur le dessus, on a des touches de navigation qui servent aussi de raccourcis. Ces raccourcis sont personnalisables. Il est possible de choisir parmi 15 paramètres. Par défaut, la touche Left est pour les fausses couleurs, Right pour l'histogramme, Down pour le focus picking, une des fonctions les plus pratiques, et Up pour Single Color, pour passer l'affichage en monochrome. Au centre, la touche pour accéder au menu. On peut aussi y entrer en faisant un double tap sur l'écran. Sur la tranche gauche, les prises HDMI in et out, car il est possible de chaîner les appareils. Vous pouvez rentrer un signal vers ce moniteur et le faire ressortir vers un autre appareil. Alors, ça peut être un autre moniteur, un transmetteur vidéo, ce que vous voulez, ça dépendra de vos besoins. L'entrée HDMI supporte du 720p à la 4K, et quand je parle de 4K, c'est de la 4K Ultra HD et même de la 4K DCI. Une prise d'alimentation 12 volts, si vous préférez alimenter ce moniteur en continu sur le secteur avec un adaptateur, c'est possible. Dans ce cas, vous allez aussi pouvoir alimenter votre caméra en continu grâce à la sortie 8 volts. Il suffira d'acheter un petit adaptateur, une demi-batterie, alors pas une demi, pas une moitié de batterie, une demi-batterie en anglais, une fausse batterie en français, qui va donc se raccorder ici et prendre place dans le logement batterie de votre caméra. Donc attention, c'est spécifique à chaque caméra. Si vous voulez acheter ça, faites bien attention. Là, vous n'aurez plus aucune limite pour filmer, si ce n'est celle de votre carte à mémoire. Toujours en dessous, une sortie casque pour faire du monitoring audio, toujours utile pour ceux qui n'en ont pas sur leur appareil. Complètement à droite, une prise micro USB qui sert pour plusieurs choses. C'est via ce port que l'on fait la mise à jour du micro-logiciel du moniteur. Je mets un lien dans la description pour télécharger la dernière version de ce micro-logiciel. La manipulation de faire la mise à jour est très simple. Il suffit de prendre le câble USB on the go fourni, de mettre les fichiers nécessaires à l'installation dans la clé USB, de brancher, puis de suivre les indications dans le menu. Avec ce port USB, on peut aussi alimenter le moniteur avec une power bank. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas le choix de l'alimentation. Ça va être très appréciable en situation de mobilité pour avoir une super autonomie. Et c'est pas tout. C'est aussi avec ce port que l'on va charger les luttes à l'intérieur du moniteur. Je vous montre tout ça en détail un peu plus loin. À droite, un filetage 1/4 de pouce et le bouton pour éteindre complètement le moniteur. Ça semble tout bête, mais plein de moniteurs que j'ai déjà essayé n'ont pas de bouton marche arrêt comme ça. Il reste tout le temps en veille quand on ne s'en sert pas. Il faut retirer la batterie pour éviter qu'elle se vide. Là, on tient appuyé quelques secondes pour l'allumer ou pour l'éteindre. Avec un appui bref, on désactive la fonction tactile de l'écran pour éviter tout accident de manipulation. À l'arrière, l'emplacement pour la batterie, c'est du type très courant NPF. On en trouve des pas chers sur le net.
Attention, il y a un petit bouton pour sécuriser la batterie, il faut appuyer dessus pour la retirer. J'utilise des batteries de type 570 ou 770 avec ce moniteur, parce que je trouve que les 970, ça commence à être un peu trop gros, et puis c'est beaucoup trop lourd à mon goût. Voilà, on a un moniteur ultra léger, c'est pas pour lui rajouter 2 kg de batterie. Ce petit moniteur est bien équipé en port, il est complet. Pour l'alimentation, on a l'embarras du choix, selon la situation, soit avec une batterie, soit avec une power bank via le port micro USB, soit avec un adaptateur secteur. Comme ça, selon si vous utilisez en fixe ou en nomade, vous pouvez vous adapter à la situation et puis c'est très appréciable. La seule chose qui lui manquerait, ça serait un filetage, un quart de pouce supplémentaire en dessous. Là, on n'a qu'un seul sur le côté. Donc ça oblige à utiliser le support en L quasiment obligatoirement pour le mettre sur l'appareil photo. Si comme moi, vous avez une cage autour de votre appareil, il y a un petit accessoire small rig ou autre, c'est pas sponsorisé, pour fixer un moniteur sur la cage. Par contre, il faut obligatoirement un filetage en dessous. Là, il n'y en a pas, c'est dommage. Allez, je passe sur les menus. Alors, je vais aller vite. N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo si vous voulez mieux voir certains paramètres. Puis ne soyez pas timide. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous avez un doute, les commentaires sont là pour ça. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Les menus peuvent être mis en français, mais il y a des erreurs de traduction, donc je vous conseille de les laisser en anglais. Pour la compréhension de cette vidéo, je vais quand même vous les énoncer en français et en anglais, même si on est plus habitué à voir les paramètres en anglais. On arrive directement sur Aide Exposition. C'est ici que l'on va trouver tout pour nous aider à bien régler notre image. Pseudo-coloré, false color, où chaque couleur est remplacée par une autre bien plus voyante pour voir les nuances si nécessaire. Zébrure, zebra, pour voir les zones sous-exposées et surexposées. Histogramme, classique, on peut choisir sa position. Oscillogramme, waveform, qui ressemble au panneau de réglage lumétrie de première. Ça va vous permettre de voir si vos blancs et vos noirs sont bons. Image vectorielle, vectorscope, pour mesurer la prominence. Puis HDR, si vous filmez en HDR. Deuxième partie des menus, focus et composition. MD, single color, pour passer l'affichage à monochrome. Peak focalisation, peaking, qui va vous aider pour la mise au point, surlignant les arêtes où est faite la mise au point avec une couleur. Là, on a le choix. Marque centrale, center mark, pour mettre une croix au centre de l'image. On peut choisir la couleur. Cadre sécurité, safe area, pour être sûr que vous ne sortez pas du cadre et vous laissez une petite marge de manœuvre. Là aussi, on peut choisir la couleur. Aide composition, mark ratio. Si vous filmez dans un format, mais vous voulez monter votre vidéo dans un autre, ça va vous montrer ce que vous allez obtenir. Et il y a plusieurs choix, du 4/3, 16 dixièmes, 2/35, etc. Ligne de grille, grid lines, pour afficher les lignes de composition. Le choix est large là aussi. Ça va du 2x2 au 8x8. Tableau audio, audio meters, pour afficher le vumètre de l'audio à gauche ou à droite de l'écran. Maintenant, un gros morceau, réglage lutte. Qu'est-ce qu'une lutte? Alors, pour faire court, parce que ça pourrait être un sujet de toute une vidéo, c'est un fichier qui va vous permettre de changer le look, la colorimétrie de votre image, de votre vidéo, comme une espèce de filtre. Suivant ce que vous recherchez, vous pourrez donner une allure moderne, vintage, mettre une lutte qui fait monter les rouges, baisser les verts, je sais pas moi, sublime les tons chers, c'est sans limite là, c'est votre imagination. Des luttes, il y en existe des milliers, et ça dépend ce que vous recherchez. En chargeant le fichier lutte dans le moniteur, vous allez pouvoir comme ça prévisualiser avant le montage, avant de passer à l'ordinateur, si la lutte que vous voulez appliquer correspond bien à ce que vous recherchez. Voilà. On peut en mettre plusieurs, donc ça vous pouvez les essayer une par une et voir laquelle correspond le plus à ce que vous voulez faire avec votre vidéo. Pour info, Newer a inclus quelques luttes dans la clé USB qui est fournie pour permettre de faire des essais. Si vous n'en avez pas déjà personnellement, vous pouvez aller piocher dans cette petite bibliothèque, il y en a à peu près une centaine. Le moniteur supporte les luttes au format .cube. Pour les charger, c'est simple. D'abord, il faut brancher la clé USB avec vos luttes, puis aller dans Personnaliser, Rechercher. Vous naviguez jusqu'à trouver celle qui vous plaît, un double tap dessus et on voit qu'elle se charge. Vous pouvez en charger plusieurs. Une fois que c'est fait, vous pouvez débrancher la clé USB. Pour l'appliquer, c'est dans Lutte. Il faut d'abord activer. On déplie avec la petite flèche pour retrouver. On clique dessus et c'est tout, c'est parti.
Petit conseil, n'hésitez pas à utiliser un profil d'enregistrement assez plat, assez neutre avec votre caméra pour que le résultat soit meilleur. Là, il vous faudra faire des essais puis vous allez vite trouver. Je vous l'avais dit, les luttes, c'est tout un sujet. Ensuite, réglage affichage. Échelle d'affichage, aspect ratio. Si le format de l'image n'est pas détecté automatiquement, vous pouvez le forcer dans ce menu. Afficher flip, display flip pour retourner l'image horizontalement ou verticalement. Agrandir, zoom pour agrandir l'image pour la mise au point par exemple. On peut zoomer par 2 ou par 4. Pixel à pixel, pixel to pixel pour plus de précision de l'affichage. Rappel batterie, battery notification pour afficher l'état de charge de la batterie. Arrêt sur image, freeze, pour mettre l'affichage en pause sur une image. Déformateur anamorphique. Si vous utilisez un objectif anamorphique, il faudra venir modifier ce paramètre pour que l'affichage soit correct. Et je termine par réglage menu pour changer la langue, la durée d'affichage du menu ou réinitialiser le moniteur. Réglage couleur, color, pour personnaliser l'affichage. On peut régler la luminosité, la netteté, le rétroéclairage, le contraste et la saturation. Température de couleur, color temperature, pour spécifier une température d'affichage. Il y en a 3 de prédéfinis et une personnalisable. Réglage sonore, sound, pour régler le niveau du son, pas compliqué. Raccourci personnalisable, hotkeys, qu'on a déjà vu, j'y reviens pas dessus. Man, update, pour mettre à jour le micro-logiciel interne, qu'on a déjà vu aussi un petit peu avant. Et le petit dernier, état du système, statut, pour avoir toutes les infos générales sur le moniteur. Terminé pour ce tour complet des menus. Donc on a vu qu'il y a pas mal de réglages disponibles pour bien composer son image et régler l'affichage du moniteur. Petit bonus, il est possible de régler le son et le rétroéclairage du moniteur directement depuis l'écran principal en faisant glisser son doigt comme ça ou comme ça. Pour conclure cette vidéo, on a ici un moniteur petit format très transportable. Il sera très utile sur des setups très légers ou alors sur des montages un peu plus costauds et évitera de les alourdir un peu plus. Il sera aussi très utile pour ceux qui se filment avec leur caméra mais qui n'ont pas un écran qui pivote à 180 degrés pour se visualiser, ou même ceux qui se filment avec leur smartphone. Le tactile facilite bien la navigation dans les menus et les réglages. En contrepartie, c'est inévitable, on va gagner quelques traces de doigts. Par contre, il sera judicieux de laisser l'interface en anglais, c'est bien mieux qu'en français. Il y a bien toutes les aides pour bien composer une image, le Zebra, Focus Picking, etc. Ça sera bien pratique pour tous ceux qui n'ont pas ces options disponibles sur leur caméra. En extérieur, par forte luminosité, il faudra bien augmenter le rétroéclairage et monter le kit pare-soleil. Alors c'est pas très important, mais il faudra pas oublier d'amener avec vous tout ce kit d'accessoires. Dommage qu'il n'y ait pas le filetage supplémentaire 1/4 de pouce en dessous, ça aurait évité d'utiliser le support en L dans certaines situations. Pour finir, on peut trouver ce moniteur aux alentours de 150 € sur le net. C'était mon test du moniteur de contrôle tactile FW600 de Neewer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors là, c'est juste en dessous, on descend un petit peu, c'est dessous, tu vas les trouver, c'est facile. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao les amis!